Il est DJ, producteur, programmateur et entrepreneur. Il a signé sur Fuck Me I'm Famous de David Guetta et c'était un ami d'Avicii. Comment est-il devenu une star internationale? Ses meilleurs souvenirs, mais aussi ses plus grands échecs. Sa rencontre avec Joachim Garraud, le producteur de David Guetta. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Ralph. Bonjour. Je suis super content d'être avec toi. C'est un plaisir, partagé. En plus c'est cool, on filme dans le village du soir. On est à la maison. Franchement, c'est génial. Ouais, c'est vraiment cool d'être là. Je vais pas te demander de te présenter, c'est moi qui vais le faire. J'ai préparé un petit texte. Ah, c'est bien, Ok. c'est bien, c'est bien. Et donc j'aime bien démarrer par une petite citation. Et j'en ai trouvé une de ton ami, le fameux Avicii, que je trouve te correspond parfaitement. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Vous devez y mettre du travail, mais si vous aimez ce que vous faites, vous allez y arriver. Tout est dit, Raphaël Mogin, alias DJ Ralph, c'est ça. tu es un des pionniers de la scène techno en Europe et tu n'as pas juste suivi le mouvement, tu l'as carrément construit. Des premiers rêves parties underground au plus grand festival du monde comme Tomorrowland, de création de label à la signature avec le mythique David Guetta sur Fuck Me I'm Famous. DJ, producteur, programmateur, entrepreneur, booker. En plus de faire danser les foules, tu as aussi façonné l'industrie, révélant des talents et créant des événements inoubliables. Mais derrière les projecteurs et les sons endiablés, il y a aussi un homme qui a connu des hauts, des bas, et qui a su réinventer sa carrière avec audace. Des nuits enflammées aux stratégies de night marketing, notamment au Village du Soir à Genève, aujourd'hui encore, tu es une référence incontournable du monde de la nuit. Alors, préparez-vous, chers auditeurs, pour un voyage entre vinyle, succès, excès et résilience. Cet épisode va vous faire vibrer. Ralph, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci. Tout est dit, hein. Là on peut y aller, c'est bon, tout est dit. Je trouve que c'est un très bon concentré de ces 35 dernières années. Comme tu le sais, le concept de ce podcast, c'est de repartir depuis ton enfance, de remonter le fil du temps et de comprendre comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu étais autour de tes 10 ans. Je crois que tu vivais à la campagne, au calme, donc bien loin de ce que tu vis, de ce que tu as vécu après. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, j'étais un petit gars, un petit ch'ti du nord de la France, de la Picardie. Je suis arrivé à 6 ans en Haute-Savoie, donc en France, à côté d'Annecy. Et mes parents, pour des raisons professionnelles, étaient venus dans la région. Puis moi, je ne le regrette pas, parce que quitter une région comme le Nord, que j'adore, mais pour venir dans une région comme Annecy, c'est sympa aussi. Et à 10 ans, ouais, j'étais un gamin ouvert à tout, plus ou moins fils unique, avec des demi-frères, des demi-sœurs, mais qui était plutôt seul, avec un papa qui travaillait beaucoup, une maman très présente, une enfance plutôt heureuse, même carrément heureuse. J'ai eu la chance voilà, d'habiter dans un foyer assez sympa, même très sympa, à la campagne, donc ouvert aux jeux de la campagne. Voilà, j'étais un gamin qui savait s'inventer des rêves, des jeux de rôle, qu'on est un fils un peu unique, on va dire, plutôt unique parce que j'étais élevé plutôt seul. On s'invente beaucoup de jeux de rôle. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui m'est resté aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup d'imagination. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour se créer des univers un peu sympas. En plus, on est dans une génération des années 80, on est au début des années 80, on n'a pas les mêmes interactions qu'ont les jeunes d'aujourd'hui. Un enfant de 10 ans aujourd'hui, c'est sa console, le sport. Moi, je n'étais pas un grand sportif. J'ai fait pas mal de judo, j'ai fait un peu de hockey, mais le fait d'habiter à la campagne, c'est compliqué. Parce que dès que tu montes un peu en grade, il faut y aller le soir, et c'était un peu compliqué pour maman. Et voilà quoi, non, vraiment une enfance super sympa quoi. Mais et puis on va dire au début de l'adolescence, vers 13-14 ans, on est parti en ville. Et là, ça a été la découverte de la vie citadine à 14-15 ans. 14-15 ans et l'arrive donc l'époque du hockey, où c'est l'époque de la patinoire, l'époque des amours, l'époque des premières fêtes. Et puis l'arrivée des boîtes de nuit pour les jeunes. Et c'est là que ça a vraiment commencé, où j'ai été attiré par ces boîtes de nuit qui ouvraient le mercredi après-midi. Et j'ai vu des mecs passer des disques. Et c'est parce qu'il n'y avait pas du tout le phénomène de DJ. J'ai commencé ma carrière de DJ avant qu'il y ait le phénomène DJ international, DJ star comme on peut connaître aujourd'hui.
Mais je crois que tu as déjà commencé un peu à mixer assez tôt, au final, autour de tes 15 ans déjà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je me suis mis tout de suite à vouloir passer derrière le bar, donc derrière les platines, à organiser mes propres soirées dans ces boîtes de nuit pour jeunes. Et tout de suite, bah, j'ai eu le goût de l'événementiel. Voilà, l'événementiel fait partie intégrante de ma vie. L'organisation, le plaisir de vendre du rêve, le plaisir d'organiser des choses. Mais bon, on était quand même très limité. On n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc, fallait inventer. Donc, j'étais toujours équipé avec ma super imagination. Et là, oui, effectivement, j'ai commencé à apprendre à mixer. Stage de 3e en radio, à l'époque c'était une très grosse radio où j'ai fait des voix pour les radios et j'étais très doué pour ça. Et je faisais, à 15 ans, je muais un peu, donc je faisais des voix d'enfants, des voix d'hommes, des voix de femmes. Ouais, Et tu je prenais gagnais des plein de sous personnages. en plus, je gagnais plein de sous. Et après mon stage, bah, ils m'ont gardé. Donc je suis resté grâce à des gens qui m'ont vraiment donné la passion du mix. J'ai eu mes premières platines dans ma chambre, quoi. J'avais déjà des platines, table de mixage. Mon papa m'avait fait un gros coffre. Voilà, et pour la déprime de mes parents qui me disaient tout le temps baisse le son, parce que j'étais en mode boule à facettes, vous voyez pas les lasers, il y avait de la fumée, j'avais mon micro. Eh, mesdames et messieurs, j'avais 15 ans, mais c'était une boîte de nuit déjà dans ma chambre. J'étais déjà tiré, alors que j'avais pas encore l'âge d'y aller, quoi. Et j'y allais pas vraiment encore. Et je crois qu'en 91, là, tu pars pour l'armée C'est ça. en tant qu'officier de réserve. Ouais. Raconte-nous un peu ce que cette expérience t'a apporté. Eh bien, comme j'avais fait l'école hôtelière, j'ai eu la chance de faire des hautes études ici en Suisse, dans l'hôtellerie. À Lausanne, hein, Alors voilà, j'ai commencé l'école hôtelière en France et puis j'ai eu une bourse pour faire un stage d'œnologie à Lausanne. Donc voilà, ce qui m'a permis encore d'avoir un réseau supplémentaire que j'ai encore aujourd'hui. Et j'étais passionné par la restauration, mais l'armée m'a appelé. En France à l'époque, on faisait encore l'armée pendant un an. Et tout de suite, je suis monté en grade parce que je devais être gérant d'un bar, gérant d'un cercle officier supérieur dans un château 4 étoiles. Génial. C'était génial. Oh, j'ai passé une année, j'ai failli même rester tellement c'était génial. Et puis effectivement, les week-ends, on partait à Maastricht, en Hollande, avec les copains, faire la fête. Et là, c'est la découverte des rêves parties. C'est la claque. C'est une révolution parce que juste avant de partir à l'armée, j'avais commencé à faire mes armes en boîte de nuit. J'avais fait ma première saison en station de ski en tant que DJ, été, hiver. Voilà, un cycle classique du DJ à l'ancienne, quoi. Mais j'étais plutôt pas mauvais et les boîtes de nuit, comme le Pop Plage à Annecy quand j'avais 18 ans, commençaient à me vouloir. Et puis bon, voilà, je vais à l'armée 91, en 91. Et je me retrouve dans ces rêves parties et là, bah, c'est la découverte d'une musique, d'une ambiance, d'un style. C'est aussi la découverte des drogues, c'est la découverte de la fête. Bon, puis ça m'a beaucoup plu, quoi. J'ai tout de suite accroché. Et quand je suis revenu chez moi à Annecy, bah, bien sûr, bah, je suis retourné en tant que DJ en boîte de nuit, mais je retrouvais pas ce que j'avais vu là-bas, cette ambiance, cette atmosphère des musiques électroniques. Et je me suis rapproché de gens qui connaissaient déjà ça. Bon, à l'époque, à Annecy, il y avait DJ Miloche, il y avait Christophe Liard qui a créé plus tard Futuria Productions, puis on est devenu un noyau. Et on a créé les bases de la scène électronique, en tout cas dans la partie Rhône-Alpine, entre Annecy, Grenoble et jusqu'à Genève, on collaborait avec des jeunes voix comme Oliver Mental Groove, des gens comme ça. Il y avait déjà la Suisse. Nous, on allait, les événements, c'était d'aller à Lausanne, d'aller aux soirées à Montreux. Déjà, ils étaient très en avance en Suisse. Donc nous, en tant qu'Annecyens, on allait faire beaucoup de soirées en Suisse, quoi, où il y avait des esprits rêve partis, quoi. D'accord. Avec Couleur 3, bien sûr, à l'époque, c'était des gros événements. Et est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, OK, là, c'est bon, c'est ma voix, ça va être mon métier? Bah oui, alors bon, moi, mon métier était déjà DJ. Mais voilà, quoi, je commençais à avoir des dates en tant que DJ rave techno, c'est-à-dire je commençais à prendre ma voiture, à faire des kilomètres, et puis j'étais un des premiers à Annecy aussi à instaurer le concept d'avoir plusieurs résidences, c'est-à-dire dans la même nuit, j'allais chez mon ami Alain Rubin à l'Esprit, puis après j'allais au Pop Plage, et puis je vais faire jusqu'à 3 clubs dans la nuit, ça s'était jamais fait. Wow. Ça s'était jamais fait, c'est quelque chose de nouveau. Avant, le DJ, il arrivait à 22h jusqu'à 5h du matin. Et il restait derrière ses platines à mettre toujours la même chose et tout. Et c'est cette monotonie qui m'a un peu fatigué. Moi, j'avais envie de bouger. Et déjà, bon, bah, j'avais une bonne cote dans les boîtes de nuit classiques, comme le Pop Plage. Bon, bah, je passais d'une boîte à l'autre. Bon,
Puis à un moment, bon, je commençais à faire des dates à droite, à gauche. Je descendais dans le sud de la France, justement avec mes amis, avec Michel Mazurel, Miloche. On descendait, on allait mixer à droite, à gauche. Et j'ai dit à un moment, bon, bah, j'arrête les boîtes de nuit et je me lance dans une carrière. C'était nouveau, ça n'existait pas. De DJ guest, des DJ invités qu'on payait déjà à l'époque beaucoup plus cher. Quoi, mais il n'y avait pas encore le Star System, on était des passionnés. Surtout qu'on arrive dans cette période des années 93, 94, où ce qu'on appelait la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que les autorités étaient après les rave parties, après toutes les grosses soirées techno, c'était interdit parce que techno voulait dire égal drogue. Mais alors, ce qui n'était pas faux de toute façon, c'était complètement vrai. Mais il y avait aussi une vraie passion, il y avait une vraie révolution. Une révolution que le rock a connue, que le punk a connue. C'était une révolution culturelle, c'est-à-dire que les gens avaient leurs vêtements à eux, leur langage à eux, leur état d'esprit. Tous les week-ends, on attendait la prochaine rave party avec des infolines, des lieux secrets, des choses comme ça. Alors, c'était quelque chose d'incroyable. Et bon, moi, c'est ce qui me plaisait. Mais on n'avait pas encore le concept de DJ Star. On était passionnés. On mixait bien sûr encore sur des vinyles. Et puis, c'était toute la semaine, on était à la chasse aux vinyles. Il fallait aller dans des magasins à droite, à gauche. Alors, on allait beaucoup en Suisse acheter des vinyles parce que Genève était super bien équipée en magasins de vinyles techno. Et c'est assez énorme, mais à seulement 22 ans, tu sors ton premier single. Comment tu as pu sortir comme ça ton single aussi jeune? Alors, déjà, on était tous jeunes, on avait tous à peu près le même âge. Hein. Et puis bon, bah, l'étape d'après, évidemment, c'était de sortir un disque, c'était de se faire reconnaître en tant que producteur. DJ ne suffisait pas si tu voulais monter d'un cran, si tu voulais te faire reconnaître. Je ne suis ni d'une famille de musiciens, je ne suis ni musicien, je n'ai aucune compétence de musicien à l'époque. Vraiment, et justement, c'est aussi ça qui m'a plu, c'est qu'on pouvait faire de la musique avec un ordinateur, sans avoir fait de solfège, sans avoir fait des années de piano, de violon ou des choses comme ça. Alors ceux qui avaient fait du piano et du violon avaient un petit avantage quand même. Mais c'est pas ceux qui ont réussi le mieux. Donc toi, tu t'es jamais mis à un instrument? Non, je suis un autodidacte qui a de la chance d'avoir une bonne oreille. C'est-à-dire quand j'entends quelque chose, je sais le reproduire sur un clavier. Voilà, plus ou moins. Plus ou moins. Mais voilà. Et bon, bah, on a acheté des ordinateurs, les premiers logiciels. Moi, j'ai les premiers logiciels de composition qui s'appelaient Cubase, qu'ont tous connu les premiers producteurs de cette époque-là, étaient encore en noir et blanc sur les ordinateurs. Hein. Donc, c'était très archaïque. Alors, on entendait parler de Jean-Michel Jarre qui faisait de la musique électronique ou Kraftwerk. Mais nous, on voulait faire de la musique de dance floor, de la musique pour les clubs, pour les rave parties. Il y avait encore cette tendance à séparer. On ne faisait pas de techno dans les clubs à l'époque, en France en tout cas. C'est venu un petit peu plus tard. Et voilà, quoi. Donc, bah, j'ai acheté du matériel, je m'y suis mis. Ça a été comme à l'époque, je ne travaillais pas beaucoup. On partait un samedi, 2-3 samedis par mois. Le reste de la semaine, bah, on apprenait à faire de la musique. Alors, je dis on parce qu'on était un collectif d'amis, hein, à Annecy surtout, et puis Grenoble, Lyon. On se passait des disquettes avec des sons, avec des essais. Puis on a appris comme ça. Et puis oui, c'était l'occasion, je tournais sur Toulouse, je mixais à Toulouse, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui avait pas mal de matériel. J'ai fait mon premier titre, qui est sorti sur une compilation suisse. C'est mon premier titre, qui est sorti sur un label suisse, qui était le label Pyramide, qui en 93 organisait des très grosses soirées en Suisse, un peu partout dans toute la Suisse, romande mais alémanique aussi. Et ils avaient fait, à l'époque, les grosses soirées avaient leur compilation. Et mon premier single est sorti en 93. Voilà, à l'époque, c'était des gros tirages, quoi. C'était des compilations qui sortaient à 10 000 exemplaires. C'était énorme, quoi. Pourtant, c'était une niche, quoi. Mais comme il y avait 10 000 personnes qui venaient à l'événement, tout le monde achetait sa compilation, quoi. Donc voilà. Puis là, on est des autodidactes parce qu'il a fallu apprendre en France la SACEM, en Suisse la Suisa. Il a fallu apprendre les droits d'auteur. On n'y connaissait absolument rien. On savait, en plus, on était tout nouveau sur le marché. Les maisons de disques ne voulaient pas entendre parler de nous. Donc, il fallait créer nos propres labels, les labels indépendants. On avait des home studios, on faisait de la musique chez nous. On gravait, on envoyait ça à des sociétés anglaises. Ils nous envoyaient des vinyles qu'on vendait nous-mêmes, on allait voir les magasins de disques, on leur emmenait 10 par 10 par 10 par 10. On partait en Angleterre pour les vendre en Allemagne, on était commercial aussi. Fallait vendre un peu. Et puis bon, bah voilà, puis on est arrivé en 96 où j'ai fait vraiment mon premier tube, on va dire.
C'est une collaboration avec un Suisse encore, Jeff Swing. Le Why Not? Voilà, Why Not. Alors, parce que le premier, il s'appelait Why Not 1. Celui-là, je l'avais appelé, je ne me suis pas foulé. Il s'appelait Why Not et l'autre côté, le face B, c'était Because. Alors, on ne s'est pas foulé, voilà. Mais cette rencontre avec Jeff Swing a été vraiment importante pour moi parce que je commençais à bricoler chez moi et lui avait un vrai studio d'enregistrement. Jeff Swing qui vient de temps en temps jouer au Village du Soir, qui est pareil. J'ai pu collaborer avec quelqu'un, faire un titre avec du matériel plus professionnel. Et là, je l'ai signé sur un gros label, qui était à l'époque un label français, Independence Records, qui était une sous-division de Virgin Records. Et là, boum, il y a un vrai petit tube qui se fait, un vrai petit tube. On parle de 10 000, 12 000 vinyles qui sont vendus. Et ça veut dire que c'est quand même 10, 12 000 DJ qui le mettent. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On se rendait pas compte. Parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, comme on dit, ce qui était joué à Chicago, à New York ou à Berlin, on ne le savait pas, nous. On avait juste des statements et puis on avait tant de ventes en Allemagne, tant de ventes en Suisse, des choses comme ça. C'était plus aussi la radio qui permettait aussi un peu de mieux. La radio ne voulait pas entendre parler de nous. Pas du tout à La radio ne voulait pas du tout entendre parler de nous. Et puis il n'y avait pas les radios Internet. Ouais. Alors il y avait quelques radios. Il y avait une petite radio associative dans des fins fonds de campagne qui avaient leur émission techno, des trucs comme ça. Ça, c'était chouette. Et puis on avait des radios comme Couleur 3 aussi qui nous invitaient de temps en temps. Ça, c'est consécration. Quand on était invité à Couleur 3, il y avait Phil de Couleur 3 à l'époque, je me rappelle. D'ailleurs, quand Christophe Lair a organisé les premières soirées techno à Annecy, avec Miloche, tout ça, les gros invités, c'était les DJ de Couleur 3, c'était les DJ suisses. C'était notre tête d'affiche qu'on pouvait se permettre. On n'avait pas encore les moyens. Il y a eu Laurent Garnier en 91, il y avait 75 personnes dans la salle. C'était, voilà, Laurent Garnier se déplaçait avec un billet de 2e classe, il venait de Dijon ou de Paris. C'est vraiment, on était des pionniers, quoi. Mais on était passionnés surtout, passionnés. On ne gagnait pas notre vie, on bossait comme des fous, mais on était passionnés et on ne parlait que de ça, quoi. Moi, j'ai envahi la vie de mon entourage, je parlais que des soirées techno, de la musique. Ils ne comprenaient pas en plus, mes parents. Je n'étais pas musicien, ils disaient, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. J'étais vraiment chiant, on peut le dire, quoi. Puis moi, quand je suis passionné, j'envahis mon univers. Ça se sent. J'envahis mon univers, voilà. Et puis après, tu crées carrément ton label. C'est ça. C'est ça. À l'époque, il y avait les agences de DJ qui commençaient à se créer. Alors, il y avait la province et Paris à l'époque. Et en France, en tout cas. Et, Genève aussi a créé ses premières agences de booking, je me rappelle. D'ailleurs, j'étais dans une agence suisse. Et à l'époque, donc Miloche crée l'agence Techmix, qui est devenue, parce on commençait à tourner vraiment beaucoup. C'était deux dates par semaine, des tournées, un peu à l'étranger. Donc on a recruté un peu tous les DJ non parisiens. Ça a mis une grosse claque à la scène techno en France. C'était devenu une grosse référence. Sur toutes les soirées, il y avait des DJ marqués Techmix. Nous, le collectif, il y avait tous les DJ Techmix et je leur ai dit, écoutez, moi, il faut qu'on passe l'étape supérieure. Moi, j'avais déjà sorti 2-3 morceaux. Eux, non, pas tous. Il faut que vous vous y mettiez. Et là, il y a des artistes comme Miss Kittin, qui est aujourd'hui quand même une grande pointure de la scène techno mondiale. Elle était encore étudiante aux Beaux-Arts à Grenoble. Elle était go-go danseuse sur nos soirées, quoi. Elle dansait sur nos soirées. Puis elle sortait avec un de nos potes DJ, Saint-Jean. Voilà, je lui ai dit, elle m'a dit, mais je sais pas faire. Donc à l'époque, il y avait un duo de hardcore à Grenoble. Et dedans, il y avait The Hacker, qui est aussi une très grosse pointure mondiale. Et j'ai dit, Michel, mets-toi avec Caro, essayer de me faire un morceau. Et ils ont fait des morceaux qui sont devenus, pour mon label Altitude, sur des compilations qui sont devenues emblématiques. Ces morceaux leur a permis de se faire connaître. Et après, c'est des grosses stars comme DJL du label Gigolo ou Félix Daoscat à Chicago. Voilà, ça s'est enchaîné vite parce qu'il y avait la production et il y avait des artistes à l'autre bout du monde qui connaissaient notre nom grâce à notre musique. Okay. On n'avait toujours pas de réseaux sociaux. Non, mais c'est vraiment important à savoir, c'est que par rapport à aujourd'hui, on n'a pas de réseaux sociaux. Et ça change tout. Et on a lancé mais pareil, on n'y connaissait rien, mais rien du tout. On a fait des compilations CD, j'ai fait un double album vinyle avec tous les artistes, mais c'était des machines, fallait envoyer des cassettes DAT à l'époque. Aujourd'hui, on envoie des fichiers par Internet. Fallait envoyer ça, des mastering,
Puis tout le monde était passionné, quoi. On ne cherchait pas l'argent, on ne cherchait pas le star system à l'époque. C'est ça aussi. C'est comme on était tellement passionnés, on le faisait avec tellement de passion avec toutes ces personnes que voilà, on n'avait pas besoin. Et puis on se retrouvait, les Grenoblois, les Lyonnais, c'était des heures au téléphone. C'était notre seul moyen de communication. Internet arrivait un peu plus loin. Et voilà. Et puis toi, bon. tu étais un peu plus créatif dans la communication. Comment t'abordais un peu J'ai appris. J'ai appris, je regardais comment on faisait parce que on avait des copains qui étaient spécialisés dans le graphisme, ceux qui faisaient des flyers. Les flyers, on est passé du bout de papier écrit à la main à des œuvres d'art. C'était des œuvres d'art, des flyers grands comme ça, dans les magasins, il y en avait partout. Alors, moi, la création, ouais, c'est surtout... j'avais un peu plus de temps et puis par rapport à mes autres copains DJ qui avaient des boulots à côté, tout ça, moi, comme Miloche, on s'est investi, on a professionnalisé ce métier-là. Avec des labels, des agences de booking, des tournées. Et puis moi, j'ai commencé à signer sur des gros labels. Ça m'a permis de signer. À l'époque, il y avait des labels belges comme Reload. Et j'ai signé sur le label Reload. Ça a été un peu la première. Et là, ça m'a permis de faire... C'était un très gros label. Ça m'a permis de faire des tournées européennes très grosses, quoi. D'aller jouer, faire mes premières dates à Ibiza, d'aller faire des choses comme ça. On est en 98, quoi. Tu te souviens un peu d'une soirée qui s'est pas passée comme c'était prévu? Ah, il y en a plein. Il y a une anecdote comme ça un peu drôle, c'est à Lloret-Delmar. À l'époque, on n'avait pas d'agent encore. Enfin, on arrivait avec nos bacs à disques, on se débrouillait pour arriver. Le mec nous recevait un peu à l'arrache. Des fois, ça dormait dans une chambre là et tout. On n'avait pas les contrats qu'on a aujourd'hui avec des grands hôtels, des jets privés. C'était vraiment... Et j'arrive à Lloret-Delmar où il y a une grande rue où il y a au moins 6-7 boîtes d'affilée, 6-7 boîtes de nuit. J'arrive à la bourre, mon avion était en retard et tout. À l'époque, je parlais vraiment pas espagnol. J'ai appris l'espagnol à Ibiza, mais mon anglais était super moyen. J'ai appris l'anglais en voyageant. J'arrive et tout, il y avait du monde partout, des boîtes de nuit partout. Je vois la boîte, je vois la réunion. C'est là. Tac, je rentre dans la boîte, le videur, hop, ah, t'es DJ, vas-y, il m'accompagne à la cabine DJ. Il y avait des DJ, je dis bonjour, tout ça. Le mec fait, oh, c'est à toi de mixer tout de suite. Ah, ok, je me mets tout de suite à mixer. Et là, je mets un morceau, 2 morceaux, ça se passe super bien. Et un mec vient me voir en me disant, tu t'es trompé de boîte, tu joues dans la boîte d'à côté. Ah merde. Mais c'est bien ce que tu fais, continue un peu encore. Et là, c'est le patron de la boîte d'à côté qui est venu me chercher, en gueulant. Je te paye pour venir dans ma boîte, tu joues dans la boîte du concurrent. Voilà, quoi, il y a eu des... Mais ça, c'était drôle, quoi, parce qu'en plus, j'ai revu le patron de boîte il n'y a pas longtemps, on s'est ressorti l'anecdote. Ça, c'est des moments incroyables comme ça. Et puis après, il y avait les rencontres avec toutes ces grosses stars DJ où on est... Aujourd'hui, si je connais des artistes comme Carl Cox, c'est parce que eux, c'était déjà des stars. Moi, je démarrais ma carrière. Mais on se croisait souvent. Donc, le petit Frenchie, parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'hyper sociable, je rigole tout le temps, et puis je faisais beaucoup la fête, il faut le dire aussi. Et j'étais vraiment dans tous les excès. J'étais pas le DJ qui arrivait à 2h du matin et qui finissait à 4h qui s'en allait. Moi, j'arrivais à 18h, je faisais l'apéro avec le patron, on faisait la tournée des bars, je restais à la boîte. En général, je partais avec les femmes de ménage à 7h du matin. Quoi. Et bon, ce qui a plu beaucoup au patron de boîte, parce que je faisais pas ma star, alors que j'en étais pas du tout une, mais j'avais un côté social qui plaisait beaucoup. C'est comme ça que j'ai créé mon réseau. C'est vraiment comme ça que j'ai créé un réseau international de clubs qui aujourd'hui, même aujourd'hui, je pars jouer en Nouvelle-Calédonie ou à l'autre bout du monde pour des gens pour qui je mixe depuis 20 ans. Et ça, c'est chouette. Ça. Et tu avais aussi une spécialité dans ta musique avec des sons différents? Ouais, alors moi, j'étais quand même le DJ qui tapait un peu. Je tapais un peu plus que les autres. J'ai un son qui cognait un peu plus. J'ai eu des périodes techno, trans allemande. En plus, j'étais un activiste, je n'aimais pas la trans qui venait de Goa. J'avais un t-shirt fuck Goa, quoi. J'étais très activiste dans mes choix musicaux. Mais bon, j'étais quand même dans la techno, la hard techno et même le hardcore, puisque même à une époque, j'ai signé sur des très gros labels comme hollandais, comme le label Mokum. Et à l'époque, en Suisse, il y avait les soirées de Thunderdome, et je faisais toutes les grosses soirées hardcore en Suisse. J'étais le Français qui jouait avec tous les Hollandais. Et puis surtout, à cette époque-là, j'ai commencé à devenir booker et manager. C'est-à-dire que j'étais booker de Lisa Delias, des DJ de Thunder. Tu peux juste nous dire un peu ce que ça veut dire, booker? Alors, booker, c'est en gros
à force d'être dans le milieu, je sympathisais avec les artistes qui n'avaient pas de représentants. D'accord. Et en plus, moi, c'était une carte commerciale, j'en profitais parce que quand un organisateur à Marseille me disait « je veux tel DJ allemand et tout », que c'était pote à moi, je faisais la transaction entre les deux, je me plaçais moi en même temps, bah oui, tant qu'à faire, je prenais une commission au passage sur les cachets. Et voilà. Et ça, c'est devenu, avec l'agence de booking, c'était ça. On plaçait des DJ, les gens nous appelaient. Les DJ n'étaient plus tout seuls. Il y avait des contrats qui étaient faits. On se professionnalisait. On s'est professionnalisé entre 95 et 2000. C'est vraiment une grosse professionnalisation du métier avec des agents. L'agent va, le booker va gérer tes dates. Tes agendas, tes plannings. Il va aussi réserver tes billets d'avion, tes hôtels, voir si tout est OK. Il va, voilà. Et tu as le manager qui, lui, va plus s'occuper de ta carrière en général, c'est-à-dire signer avec des maisons de disques, gérer les contrats d'édition, parce qu'il y a l'édition aussi. Et voilà, tu as le booker. Et moi, je faisais tout ça. Et j'étais DJ, et j'étais artiste, et j'étais organisateur. Je suis un Français couteau suisse, quoi. C'est ce qui a fait aussi peut-être que j'ai une carrière qui dure depuis plus de 30 ans dans ce milieu-là, quoi. C'est parce que j'ai voulu toucher à tout. Et comme je l'ai toujours dit, je me suis toujours considéré 50% artiste, 50% business. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait non plus une méga grande carrière à la David Guetta. Parce que je ne suis pas qu'un artiste. C'est pas ce qui m'intéresse. Et puis, j'ai peut-être pas assez de talent pour être qu'un artiste. J'ai du talent pour être dans le business, dans l'industrie de cette musique. Voilà. Mais, et puis bon, voilà, je bookais, il n'y avait pas une date où j'avais mon agence de booking, j'avais mon label, je signais des artistes, je partais en tournée. Ça s'arrêtait pas, quoi. C'était, voilà, jusqu'à on va dire jusqu'à la fin des années 90. Ouais. Tu as un souvenir peut-être d'une soirée catastrophique, genre vraiment la pire soirée? Ouais, alors... c'est surtout des soirées qui ont été abrégées, où il y a eu mon anniversaire, je crois que c'était mes 25 ans, 26 ans, on est en 96. Et je commence à avoir un gros réseau et j'organise une soirée dans une boîte de campagne, alors on va pas loin d'ici, vers Thonon-Évian. Une boîte de campagne, j'ai un flyer grand comme ça, c'est une œuvre d'art d'un ami, Fabrice Barbieri, qui fait des grands tableaux aujourd'hui. Je fais le flyer grand comme ça, il y a 25 DJ, 3 dancers, que des copains, tout ça et tout. Et c'était Ralph's Birthday. C'était Ralph's Birthday, tout ça. Et à l'époque, et là on attend 3000 personnes, quoi. Et on se retrouve sur les routes de campagne avec des kilomètres de bouchons parce que les autorités à l'époque ont vu le flyer passer, parce que les autorités nous suivaient beaucoup, hein, regardaient ce qui se passait, voulaient faire des centres de police, des barrages de police, toujours par rapport à l'alcool, les stupéfiants, tout ça. Et ils ont, Ralph, pour eux, le mot Ralph cachait le mot rave. Et ils ont mis le paquet. La préfecture, les machins, mais c'était une opération commando. Ils avaient retiré tous les douaniers de toutes les douanes des alentours pour les mettre sur les routes. C'était qu'un anniversaire, bon, un gros anniversaire, mais c'était qu'un anniversaire, quoi. Et c'était une boîte de nuit, une petite mamie qui avait ça, mais une petite boîte, elle était grosse, parce qu'on pouvait mettre 2-3 000 personnes dedans, avec des dancers partout. Et là, on arrive avec des kilomètres de bouchons. Des gendarmes partout, ouais, une opération de grande envergure pour les autorités, parce que, bon, ils n'avaient pas tort, parce qu'il y avait quand même des centaines de voitures, quoi. Et ils ont été voir en disant, vous pouvez pas laisser faire ça, il faut tout arrêter. Et tout. Et elle a tenu, elle a dit, chez moi, j'arrêterai jamais. Et là, il y avait des kilomètres de voitures, on voyait les mecs qui balançaient des trucs par les fenêtres et tout. C'était des chiens policiers, les mecs en mitraillette et tout. C'était c'était la guerre, quoi. Et puis à un moment, à 4h du matin, bon, je crois qu'on avait arrêté à 5h parce qu'elle n'avait pas le droit de faire plus. Et là, elle pouvait perdre sa licence. Mais je crois qu'elle a même eu des problèmes après. Bon, la soirée s'est arrêtée, les gendarmes sont partis. Et on avait un copain qui avait un chalet en montagne vers la Clusaz, avec un énorme terrain. Il dit, allez, on fait after à la maison. Et on est parti dans mais on s'est dit, on part à une 50aine de copains. Sauf qu'il y a 800 personnes qui ont suivi, quoi. Et là, on s'est retrouvés dans des villages de montagne, avec des kilomètres de bouchons, dans un garage à vélo pour 30 personnes, et 800 personnes qui étaient devant. Et alors là, ça a été un bordel. Mais bon,
c'est parti en vrille, mais voilà, sur le coup, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Bon, après, il y a eu, dans cette chasse aux sorcières, il y a eu les premiers organisateurs qui ont été en prison pour incitation à la consommation de drogue. Il y a eu les premiers DJ qui ont été contrôlés fiscalement, parce que tu arrivais au fisc, puis tu avais une pile de flyers comme ça avec ton nom. À l'époque, on avait des cachets qui étaient beaucoup en cash, quoi, parce qu'on développait nos premières sociétés, on n'y connaissait rien. On avait cette chasse aux sorcières qui nous a pas aidés. Hein. Jusqu'en 98, où il y a eu un gros festival boréaliste dans le sud qui a été annulé, c'était à Lyon. Et là, on s'est tous réunis, c'est-à-dire tous les agents, les maisons de disques, les DJ, on s'est tous réunis pour dire ça suffit, faut qu'on se batte, faut qu'on se défende. On a pris des avocats, on a monté une association qui s'appelle Technopole, qui existe toujours, qui est aujourd'hui une très grosse association de défense pour les boîtes de nuit, les festivals quand ils ont des problèmes. Et cette association, là, on était tous là, on l'a créée. Et avec le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, on a créé la Technoparade. Waouh. Okay. En 98, en 98, on crée la Technoparade. Première édition à Paris avec 500 000 personnes. Place de la Concorde, le final, Laurent Garnier, Manu le Malin. On était heureux parce que ça y est, on était enfin reconnus. Oh, c'était pas gagné encore, hein. Mais on était enfin reconnus. Voilà, il y avait un événement qui s'appelait Techno. Voilà, les boîtes de nuit commençaient à passer de la techno ou de la house. Les DJ, rave, allaient en boîte de nuit. On avait gagné un petit peu ça. Et puis ça produisait, surtout ça produisait beaucoup de disques. Ça commençait, et puis là, il y a eu, à partir de 96, le phénomène French Touch, quoi, qui a fait que la France a eu enfin sa reconnaissance. Et là, mais tu avais des artistes, ils dissimulaient le nom d'être français pour être vendus à l'étranger. Après, comme Bob Sinclair, Bob Chris est un ami, ça fait 25 ans, parce que Chris, c'est pareil, il allait en Angleterre vendre ses disques à la main avant d'être connu, quoi. David Guetta, c'est pareil, il est venu un petit peu après. Ils sont tous... Voilà, et là, on arrive au 2000, c'est vraiment le début du Star System pour les DJ. Avant qu'on attaque les années 2000 et le gros virage qui s'est opéré après, on a parlé d'Avicii, David Guetta et tes énormes succès, on est à peu près à la moitié de l'épisode. Et je propose qu'on fasse un petit jeu. On est à peu près à la moitié de l'épisode et c'est l'heure de faire une pause fun avec l'entracte. Pendant 5 minutes, mon invité va jouer au jeu de la dernière fois que. Le principe est simple. 5 questions qui commencent toutes par la dernière fois que. Il a le droit à 3 jokers s'il veut éviter une question. Prêt ? C'est parti. Alors, la dernière fois que je me suis dit, on tente le coup. C'est pas sur ma carrière professionnelle, on va dire. C'est l'année dernière, à 53 ans, ça faisait longtemps que je voulais, je me suis mis au parachutisme. Mais j'ai dit, on tente le coup, c'est pas je veux faire un baptême en parachutisme, je veux me lancer à fond là-dedans. Et ça n'a pas loupé, j'ai fait plus de 100 sauts en 6 mois. Je saute au club de SP Savoie, vers Chambéry-Aix-les-Bains, sud du lac. Je suis devenu accro au parachutisme, mais vraiment accro, un peu comme avec la techno. Je saoule tout le monde avec ça. Je parle parachutisme tout le temps. Allez, la dernière fois que j'ai eu super peur. Bonne question. La dernière fois que j'ai eu peur, c'est peut-être quand j'ai divorcé, en 2012. Après 17 ans avec mon ex-épouse et 2 enfants magnifiques, Pierre et Julia, j'ai peut-être eu peur de recommencer ma vie, de redémarrer tout à zéro, parce qu'en plus, c'était une période où je redémarrais tout à zéro, sur plein de niveaux, professionnels, sentimentaux, physiques, santé, sur plein de choses. Donc, je pense que cette peur de la nouveauté, de sortir d'une zone de confort, mais sinon, non, pas de grande peur principale. La dernière fois, j'ai pensé, je ne vais jamais y arriver. C'est un peu comme la peur. Il y a eu non, parce que je savais que j'allais y arriver, j'avais pas le choix. J'ai organisé pour le village du soir, quoi. On a organisé, on est toute une équipe, Megalowen. Megalowen, quand Seb Courage, mon ami et patron du village du soir, me dit on n'a pas l'expo, on organise depuis plusieurs années Megalowen au village du soir, puis avant au Moa Club, ça cartonne, on tente pas l'expo, bon, mais là, on vise un truc de fou. Il me dit, je te nomme responsable de l'organisation de
de ce projet, donc de monter des équipes, tout ça, la direction artistique. Et j'ai dit, je vais pas y arriver parce que il me dit ça au mois d'août l'année dernière. J'ai dit, écoute, ça nous fait 1 an et demi pour le préparer, 2026. Il fait, non, 2025. Et là, je me dis, un événement comme ça, en 3 mois, je vais pas y arriver. Voilà. Okay. Et bon, j'ai mon ego, mon challenge, et je lâche rien. Je me suis entouré, on s'est entouré, puis on a des équipes incroyables au village. Il y a Titou qui m'a aidé, Titou, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années, que j'adore et qui est au village du soir, qui est au Cave des Volantes, qui est un logisticien imparable, un technicien là où je suis nul, moi. Je suis nul. Et voilà. Après, il y a les équipes de com qui se mettent dessus, il y a toute l'équipe de la logistique. C'est une énorme machine à monter par l'expo, surtout en 3 mois. Donc là, on prépare la prochaine, on a un peu plus de temps. Mais j'ai dit, je vais pas y arriver. Je n'ai jamais arrivé parce qu'en 3 mois, j'ai monté des gros événements. J'ai monté des Bercy, des Zénith, des technoparades, j'ai monté des trucs, vraiment des gros trucs, mais avec du temps. Mais là, en 3 mois... Alors, la dernière fois, je me suis dit, quoi encore? Oh bah, souvent, mon épouse, Carla, je suis très proche de mon petit dernier, mon fils, Lennon, qui a 3 ans. J'ai Pierre, qui a 23 ans, Julia, qui a 20 ans, et puis le petit dernier avec ma seconde épouse, il y a 3 ans. Et j'ai fait l'erreur avec mes 2 premiers enfants, c'est pas une erreur, c'est que j'étais tellement investi dans ma carrière professionnelle que c'est leur maman qui s'est beaucoup occupée d'eux. Même quand si j'ai divorcé, j'ai eu la garde de mes 2 enfants parce que j'ai voulu la garde de mes 2 enfants. Donc c'était un nouveau challenge. C'est là aussi je me suis dit, je vais pas y arriver, mais j'y suis arrivé grâce à mes parents qui m'ont beaucoup aidé. Et je reviens sur mon fils Lennon et par rapport à mes 2 autres enfants, c'est que je m'en suis pas occupé des 2 premiers. Je le regrette et je les adore. Mais Lennon, c'est une phrase à qui je dis encore, quoi encore? Parce que j'essaye de faire attention de ne pas être sur mon téléphone quand il s'adresse à moi, surtout qu'il a 3 ans. Et quand il me dit « Tata, papa, ici et ça », puis j'ai quoi encore? Je ne sais pas si c'est dans le terme du truc. Je regrette de l'avoir dit. Au lieu de lui dire « Oui, mon chéri ». Et parce que je suis quelqu'un qui collait à son téléphone professionnellement. Je dois avoir une 40aine de groupes WhatsApp sur les différents. Et c'est quoi encore? Voilà, c'est le seul moment où je dirais cette phrase-là. Quoi encore? Parce que moi, quand il y a encore plus, j'aime bien. Donc c'est rare que je dise ça. Allez, la dernière. Je me suis dit plus jamais. Plus jamais j'aurai d'enfant. Quand j'ai le 3e. Bon. Non, parce que j'étais pas prêt du tout à avoir un 3e enfant. Mais j'ai une femme que j'adore, Carla, qui a 20 ans de moins, qui a fait énormément pour moi, qui m'a vraiment tiré vers le haut. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me laisse pas faire tout ce que je voulais, comme avec ma première épouse. Et elle m'a mis des barrières, elle m'a cadré sur plein de choses, elle m'a permis de beaucoup changer. Et évidemment, elle voulait un enfant. Et moi, j'ai les 2, ils étaient autonomes, ils avaient 20 ans, c'est super. Et puis bon, j'ai dit, allez, j'ai regardé autour de moi, puis j'ai vu des hommes de 50 ans, 2e mariage, qui ont souvent un 2e enfant. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus proche. Ils disaient, parce que ta carrière, tu l'as faite, tu as plus de temps. Et en fin de compte, bon, après le 3e, je dis plus jamais, mais je regrette tellement pas d'avoir fait un 3e enfant. C'est tellement génial. Tout ce que je fais aujourd'hui, je fais pour lui et puis pour mes 2 premiers enfants. C'était l'Entracte, sponsorisé par la société suisse infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que pour les prochains invités. Je propose qu'on attaque l'année 2000. Ouais. Énorme virage. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors, les années 2000, je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule à la fin des années 90 par mes excès. Parce que ça marchait très bien. On prend un peu, pas la grosse tête, mais on prend la confiance. Ça marchait bien, je tournais un peu partout, mais je faisais trop la fête avec les excès d'alcool, de drogue, des excès de tout. Puis je suis quelqu'un d'excessif, je fais jamais les choses à moitié, je fais toujours les choses à fond. Donc j'ai été très loin, j'ai très très loin dans les excès. Et voilà quoi, et puis ma carrière elle s'est effondrée.
s'est cassé la gueule parce que quand t'es pas opérationnel et puis que tu te fous de tout, et puis j'avais plus cette niaque-là, j'avais plus cette envie. Voilà. Je perdais des amis, voilà, comme on dit, je faisais le con, je faisais de la merde. J'ai même repris du travail à côté, c'est-à-dire j'avais d'autres activités. J'étais directeur d'un hôtel, puis la nuit, je livrais des journaux. Waouh. Avec un de mes meilleurs amis, Greg Dardet, qui a une société. Et le week-end, je partais quand même mixer à droite, à gauche. Mais parce que comme j'ai toujours voulu avoir un certain train de vie, et que je suis pas architecte ou chirurgien, et fallait que je travaille plus que les autres. Donc j'ai toujours beaucoup travaillé pour pouvoir bien gagner ma vie. C'était très important. Et voilà, je me suis recadré. Et puis là, j'ai commencé à travailler donc avec Tu as eu un déclic pour te recadrer? la naissance, en 2002, la naissance de mon fils Pierre. Ça a été vraiment un gros déclic. Ouais, carrément. Ça a été reprise en main de ma santé. Alors, je dis pas que je suis pas le dernier à faire le con, même aujourd'hui. Hein, je fais la brinque, tout ça. Mais je veux dire, pas de là à faire du mal à mon entourage ou à... Je suis un bon bringueur, mais bon, je sais faire attention. 2002, naissance de mon fils Pierre, ma vie, elle change complètement et je me rends compte que j'ai loupé le coche sur ma carrière professionnelle. J'ai loupé le coche, et alors que j'étais arrivé à monter un truc incroyable, quoi. Je dis, c'est quand même dommage. Et je suis sur une période où beaucoup de gens dans mon entourage se sont cassés la gueule aussi, dans leur carrière. Puis comme dans toute carrière d'artiste, des carrières d'artiste qui durent 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Et moi, je voulais pas que ça s'arrête. Donc, je suis re-rentré, on va dire, par la porte de derrière, c'est-à-dire pas par le DJing, mais parce que je savais faire le booking, le management, l'organisation. Et c'est grâce à Christophe Liard, qui était un de mes amis du début, qui lui avait vraiment développé, qui était quelqu'un de sérieux, sa société Futuria Productions, qui organisait toujours des gros concerts, qui produisait des artistes, comme Lexoul à l'époque, qui avait fait le tube Autour de toi, qui avait un studio d'enregistrement, tout ça. Donc, il a compris que j'avais quand même un talent de commercial. Je suis un vendeur, je suis un très bon vendeur, je suis un très gros négociateur. C'est-à-dire que je sais acheter, je sais très bien acheter et je sais très bien vendre. Et tous les gens avec qui j'ai travaillé, j'aurais toujours fait gagner de l'argent. Je suis quelqu'un qui a fait gagner de l'argent aux autres. Et quand je travaille pour quelqu'un, c'est mon intérêt. Et voilà, et avec Christophe, on a développé des concepts incroyables. Et Christophe, on avait signé à l'époque des marques d'alcool et de cigarettiers. On est avant la loi Eva en France. On a le droit de mettre Marlboro, Ballantines, des grosses marques qui avaient des gros moyens pour rentrer dans les boîtes de nuit. Et là, j'ai créé, avec Futuria, on a créé un concept incroyable pour une marque de cigarettes suisse, au British American Tobaccos. Et on développe un concept où si les boîtes de nuit achètent tant de cigarettes, ils cumulent des points. Et moi, là, je sors mon carnet d'adresses de tous les gros DJ de la planète. C'est ce qu'on leur vend. Et si tu as tant de points, tu peux avoir tel DJ. Tant de points, tu peux avoir tel DJ. Et dans le listing, tu avais du Carl Cox, tu avais David Guetta qui arrivait, tu avais des gens comme ça. Et c'était des budgets de plus d'1 million par an de DJing, de booking. Et la marque est devenue numéro 1 devant, à l'époque, Marlboro, quoi. Donc ça a fait un buzz, ça a duré quelques années, ça a fait un buzz incroyable parce que... Et alors moi, évidemment, ça a relancé, parce que le fait, évidemment, de booker des DJ, je me plaçais, bien entendu. Ah attends, je viens avec lui, tiens, il n'y a pas assez de points, je me mets dessus, tout ça. Et j'ai créé un créneau de patron de boîte de nuit. Un réseau incroyable en France, de réseaux, qui sont encore pour beaucoup des amis ou qui sont à la retraite maintenant. Et puis là, il y a tous les DJ qui m'ont appelé en disant « Ah, vas-y, place-moi là, place-moi là. » Donc, j'ai enrichi mon catalogue de DJ, j'ai enrichi mon catalogue de réseau boîte de nuit grâce à ce projet-là. À l'époque, on faisait aussi des tournées pour des marques comme Ballantines. Ça a été des années assez incroyables et ça a relancé ma carrière DJ. Et donc là, j'ai Charlotte, qui était à l'époque l'agent de Didier Sinclair, qui est décédé, qui était un DJ star de Radio FG en France, qui m'appelle, qui me dit « Tiens, tu fais beaucoup de bookings, tu devrais te renseigner sur Joachim Garraud. » Ça me dit rien du tout, Joachim Garraud. Ce que je vous raconte là, il le raconte dans son livre qui va sortir prochainement. Ah, génial, je mettrai le nom. Ouais. Joachim va sortir un livre sur sa carrière. Et donc bon, moi, Joachim Garraud, il m'appelle et je le prends un peu de haut, il faut dire, parce que je travaille avec Laurent Garnier,
Je lui dis, t'es qui toi? Ouais, il me dit, je suis le producteur de David Guetta. C'est lui qui a produit, qui lance David Guetta, qui sort tous les tubes de David. Et moi, voilà, David Guetta, c'est pas mon truc. Je suis dans la techno, c'est pas du tout mon truc. Et c'est ce qui va me faire basculer, justement. Passer du côté obscur, passer du côté mainstream, plus grand public, plus accessible, et ce qui va aussi me faire exploser au niveau international. Et je dis ouais, c'est ça, envoie-moi ton CV. Vraiment, je le prends de haut, carrément, quoi. Et il m'envoie son CV, et là, tu regardes le CV, producteur de Jean-Michel Jarre, producteur du show des Pyramides, producteur de Si, ingénieur du son, tout ça. Ouais, bon, beau CV. Bon, allez, je l'appelle, je lui dis, bon, écoute, ton CV est cool, mais déjà, je prends personne en management, parce que je voulais personne en management exclusif. J'avais un gros catalogue, mais personne en management exclusif. Et je lui dis, écoute, et là, il me sort un truc. Il me dit, tu sais, je viens de faire l'album de David Guetta. Financièrement, j'ai pas de problème. Je suis pas là. Ce que je veux, c'est tester mes productions sur les gens, aller au contact du public et tout. Et ça, c'est un coup de foot. Moi, c'est dit, le mec, il n'est pas là pour prendre de l'oseille. Il en a pas besoin. Il a gagné plein de sous avec l'album de David Guetta. Donc, ok, je lui dis, ok, on va tester ça. Joachim Garraud n'est pas du tout connu sur la scène DJ. Il était DJ au Queen à Paris. C'était un DJ résident. Il vient de Nantes. Donc là, je lance une structure commerciale, on va dire, pour mettre en avant Joachim Garraud, c'est-à-dire que je le vends, c'est Joachim Garraud, le producteur de David Guetta, voilà. Et sauf que Joachim a un talent incroyable de DJ, c'est un innovateur au niveau de la technologie, c'est le premier à mixer un des premiers à mixer sur les platines CD, à utiliser la vidéo, et ça plaît. Et on explose avec Joachim Garraud. Son cachet, il est multiplié par 3 tous les 6 mois. Ça devient un truc incroyable. Il crée le concept Space Invader. Il crée le podcast Space Invader The Mix, qui est resté pendant 10 ans le numéro 1 des podcasts iTunes. Il vient de faire le 999. Et il a fait une soirée à laquelle j'ai mixé là, il y a un mois de ça. Voilà, ça devient Et puis, il a un vrai concept avec les masques de Space Invader. Il comprend qu'il faut venir avec des goodies, des cadeaux, de la vidéo. Il est reconnu par tous les grands DJ parce que tout le monde sait que c'est le producteur David Guetta. Par ce biais, moi, je sympathise avec des gens de la Swedish House Mafia, Sébastien Ingrosso, Axwell, Steve Angelo. Je signe sur leur label. Bam, bam, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne vraiment grâce à Joachim. Et Joachim, ça s'enchaîne grâce à moi. David Guetta m'avait dit, ce que tu as fait avec Joachim, c'est incroyable. Il était dans l'ombre de David Guetta. Et c'est un jour, je book David Guetta à Solidays avec Joachim, et on joue tous les trois à Solidays, scène principale. Et là, je rencontre vraiment David Guetta. Je l'avais déjà croisé. Et il me dit, c'est incroyable le travail que tu as fait avec Joachim et tout. Joachim est devenu une star à part entière. Et voilà, et ça, c'est des choses géniales, quoi. Et puis, c'est à ce moment-là que David Guetta décide de lancer son label. Il fait déjà ses soirées Fuck Me I'm Famous à Ibiza. Il décide de lancer son label. Et puis, comme il a une image commerciale, et que c'est quand même un DJ underground à la base, c'est un très, très grand DJ, David Guetta. Faut pas croire que c'est le mec avec les bras en l'air, c'est un très, très grand DJ qui a une carrière exceptionnelle. Il décide de monter son label Fuck Me I'm Famous, mais avec un son plutôt underground. Un son pas très commercial, pour se rapprocher de la scène underground. Et il me dit, Raph, j'aime bien ce que tu fais en production, j'ai écouté ce que tu as fait avec les Suédois, voilà, je fais un titre avec mon copain Joris, Joe, et je signe sur Fuck Me I'm Famous. Et là, c'est une médiatisation internationale, c'est-à-dire partout sur mon nom, c'est marqué DJ Ralph Fuck Me I'm Famous, et là, ça commence Ibiza, je pars jouer à Miami tout le temps, c'est l'explosion internationale. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré Avicii ? Je signe sur le label de la Fuck Me I'm Famous, j'enchaîne avec Joya Records, le label de la Swedish, donc c'est 2 gros labels, donc reconnaissance internationale. C'est-à-dire que les gens me reconnaissent bon, et puis donc le patron de Joya Records me dit, tiens, on va te sortir ton nouveau titre. Je venais de signer un nouveau titre chez eux, qui s'appelait Born to Rave. Born to Rave, morceau Born to Rave, et morceau très, très acide, toujours clubbing, mais techno quand même. Il me dit, tiens, on a un petit jeune là, ça serait bien qu'il te remixe ton titre. Ouais, il a 16 ans, il s'appelle Tim Bergling. Voilà, c'est Avicii, le gamin, il n'a jamais mixé, il bosse dans sa chambre et tout.
Je fais, ah bah oui, avec plaisir. Avec son pote Phil Good, ils me font un remix. Et puis, pareil, on est sur MSN et avec Avicii, on se met à parler, on devient très amis. C'est un peu un petit frère. C'est un petit frère. Parce que comme il n'arrive pas à parler avec Joachim Garraud, qui est trop connu, tout ça, moi, je suis un peu dans l'entre-deux, donc on est très proches. Comme je l'étais avec beaucoup de DJ, j'ai eu un côté un peu grand frère, avec toute une grande génération de DJ. Et donc, bon, il me fait ce remix, le remix sort, explosion Beatport, numéro 1 Beatport, le truc. Bon, waouh! Déjà, c'est nouveau, Beatport, déjà, c'est les top 50 des ventes, mais sur Internet. Ok. C'est donc, quand tu as un numéro 1 Beatport, et là, les gens commencent à voir le nom Avicii passer. Waouh! Là, il a 19 ans, donc les années passent, on fait d'autres productions ensemble. 19 ans, il veut venir avec moi à Miami, je l'emmène avec moi à Miami, il a que 19 ans, donc il ne peut pas faire grand-chose, il n'a pas 21 ans. Oui, c'est ça, c'est jeune, c'est vrai. Donc, on trouve des solutions pour qu'il ait des faux papiers, un faux permis de conduire roumain ou polonais à l'époque, je sais pas. Avec des Ukrainiens qui nous avaient vendu un faux permis de conduire. Bon, pour qu'il puisse venir en boîte et puis mixer avec moi. C'est-à-dire qu'il n'était pas connu, mais je le faisais mixer avec moi. Puis voilà, quoi, c'était super. Et bon, il refait 2-3 autres morceaux seul. Ça commence à péter de partout. On dit, tiens, bon, Avicii. Et ça loupe pas. Le premier qui m'appelle, c'est Bob Sinclair. Il dit, ton copain Avicii, c'est bien ce qu'il fait. Tu crois qu'il voudrait faire un remix pour moi? Et moi, là, je suis plus dans le business, que j'aurais pu négocier un accord, tout ça. Je suis dans l'affectif. J'aime beaucoup Bob Sinclair. Avicii, c'est comme mon petit frère. Je mets en contact avec l'agent d'Avicii, parce qu'il avait un agent qui est H, qui est un ami aussi. Et bon, remix de Bob Sinclair, cap. Derrière, David Guetta. Ah, ton pote Avicii, tu peux me mettre en contact. Bam, bam. Roger Sanchez. Bam, bam. Et là, tac, tac. Et là, je me pose une question. Donc, Avicii explose. C'est en train de devenir Avicii explose. 21 ans à Miami, il y a des immeubles Avicii, des bus Avicii, des glaces Avicii. C'est l'explosion. L'explosion totale. Et puis, on s'est un peu perdu de vue parce que il est sur des créneaux. Moi, je suis parti en tournée avec lui. Hein. J'ai fait des grosses tournées. On a fait tourner dans le Pacifique. Alors, les tournées avec Avicii où tu te lèves le matin, tu es dans un hôtel, c'est pas où t'es, tu montes dans un jet. Tu t'atterris, t'es sur scène. J'ai fait des premières parties. C'était moi qui faisais ses premières parties après. Il faisait mes premières parties avant. Et tu te retrouves à Melbourne, après tu pars à Sydney, t'enchaînes et tout. Ça devient énorme. Et là, Avicii explose dans le monde entier. Ces tubes comme Level, c'est des milliards de streams. Ça devient une industrie monstrueuse. Peut-être un peu trop pour un gamin de 22 ans quand même. Tu te souviens d'une soirée avec lui qui était assez mémorable? Est-ce que tu as un souvenir? Ah ouais? Ouais, parce que Avicii, alors je voulais pas devenir son booker. Parce que comme Joachim Garraud m'avait dit, à un moment, ma carrière avait pris tellement d'importance, Joachim Garraud m'a dit, faut que tu choisisses. T'es mon manager ou t'es DJ Ralph. Faut que tu choisisses. Je pouvais plus faire les deux. Et j'ai choisi d'être DJ Ralph. Joachim m'a pris un autre agent, on est restés amis, on bosse ensemble encore aujourd'hui. Je l'ai vu il y a 2 jours au téléphone. Avicii, c'était un peu pareil, quoi. Et il a pris une ampleur de son côté, et puis moi, je voulais quand même. Puis j'avais pas envie de devenir le booker ou le manager ou le tour manager, parce que le tour manager, c'est celui qui l'accompagne, qui lui fait ses lacets, qui lui sert son petit-déj. Ça m'intéressait pas du tout. J'avais encore ma carrière, j'étais encore bien en place dans ma carrière. Donc, je l'ai laissé vivre sa vie, et puis après, on s'est recroisés, on se croisait, tout ça, j'étais en tournée, et on est en 2019, non, 2017, je sais plus. Il a sa résidence à l'Ushuaïa, sa dernière résidence à l'Ushuaïa, son dernier jour, sa dernière date à l'Ushuaïa, il m'a invité à mixer à l'Ushuaïa. C'était un des moments les plus beaux de ma vie. Au niveau de l'émotion, du dance floor, de ce que j'ai vécu en tant que DJ, j'en ai eu plein des grands moments. Mais là, c'était pour Tim, il était très malade à l'époque. Il avait vraiment une sale gueule, il avait des gros problèmes de santé. Et moi, je lui donnais tout le temps des conseils. Je lui ai dit, c'est vraiment gaffe. Et là, il a décidé d'arrêter sa carrière de DJ, pas de producteur. Okay. Donc voilà. Et 2 ans après, il nous quittait, quoi. 2 ans après, il nous quittait. Maladie mentale, beaucoup trop de pression. C'est quand tu fais des shows ou quand tu dois annuler, tu sais que tu dois donner $1 million de dommages à intérêts. Tu as 200 000 personnes qui sont venues te voir et que tu annules des dates.
Il n'était pas fait pour être DJ. C'était un grand producteur, mais il n'aimait pas être sur scène. Il avait le trac qui tremblait de partout. Il était obligé de boire pour se calmer. Il n'a jamais touché aux drogues, mais il était heureux que dans un studio. Et il avait tellement de talent. Ouais, Moi, j'ai vu, il y avait un super documentaire sur Netflix. Ouais. Que j'ai trouvé très chouette. I Am Team. I Am Team, il y en avait eu un il y a plusieurs années où il était encore en vie quand il est sorti. Et c'était pas très bien foutu parce que ça mettait trop en avant les gens qui sont autour de lui, quoi. Là, il a été mis en avant sur ce reportage et je conseille vraiment de le regarder. D'ailleurs, juste sur Netflix, il y a aussi son dernier show à l'Ushuaïa. Ok. Voilà, celui où j'étais, qui était aussi incroyable, quoi. Mais voilà, voilà, tous les ans, je commémore son anniversaire, l'anniversaire de sa mort. Ouais, j'ai perdu un frère, quoi. C'était dur, très très dur. Donc, vraiment, j'ai connu à 16 ans, ouais, il est décédé à 27 ans, 28 ans. Donc, ouais, c'était dur. Et puis je pense très souvent à lui. J'ai plusieurs titres qui ne sont pas sortis, qu'on a fait ensemble. Donc on va essayer de voir avec les ayants droit si on peut les sortir. Et si je ne peux pas les sortir, je les mettrai gratuitement à disposition publique, en téléchargement gratuit. Pour l'instant, on m'a interdit de les sortir. Ah, carrément. Ouais, non, ils veulent pas. Ah, il y a un nouveau remix qui est sorti d'un mec qui a été fait, ça a été bloqué, et le chanteur de l'époque était contre la sortie. Voilà, il faut respecter un peu l'œuvre de l'artiste, quoi. Et moi, si je les ai pas sortis à l'époque, c'est pas parce que je les aimais pas, c'est parce que ça n'a pas pu se faire, qu'il avait des contrats tellement énormes qu'on pouvait plus sortir des trucs comme ça, quoi. Et puis surtout, moi, j'ai sorti mon album. Quand j'ai sorti mon album VS, il a fait, je faisais des collaborations avec plein d'artistes. J'avais fait plein de morceaux et j'ai eu plein d'artistes qui sont venus sur cet album. Et il y a eu le team, ça a été une grosse bagarre pour l'avoir. Et pareil, le numéro 1 Beatport, petit avec team, numéro 1 Beatport. C'était mes 2 numéros 1 Beatport dans une carrière et pas mal, quoi. Et j'aimerais qu'on aborde ce que c'est que le night marketing, ce que tu fais aussi à aujourd'hui. Ouais. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton quotidien. Night Marketing, ça a été créé avec Christophe Yard et Futuria Productions. C'est du consulting, c'est une expertise de la nuit, bien spécifique, puisqu'on n'est quand même pas que dans les musiques électroniques, hein, ça peut être. Je suis devenu, avec 30 ans de carrière et d'expérience de la nuit, et j'ai voyagé aux 4 coins du monde. J'étais aussi bien en festival, j'ai travaillé avec des marques, j'ai travaillé avec des DJ, j'ai travaillé vraiment tout ce qui touche à même des fabricants de matériel comme Pionnière. Tout ça, j'en ai fait un gros package. Et ça, c'est du savoir, c'est de la connaissance. Et les gens passaient leur temps à m'appeler pour me demander des contacts. Tu as le contact de tel chanteur, tel contact de tel DJ, tel contact de tel sonorisateur. Et je donnais des contacts tout le temps. À un moment, on m'a dit, non, mais la puissance que tu as, la force que tu as, ça vaut de l'or. Donc, je me suis spécialisé, j'ai créé l'agence Electro Addict, ma société Electro Addict, il y a 14 ans de ça. Le but était déjà de gérer la carrière de DJ Ralph, les droits d'auteur de DJ Ralph, les sorties de disques de DJ Ralph. Il y a eu le label Electro Addict aussi qui est sorti, où il y a eu des noms très connus comme Hugel, qui a fait ses premières armes dessus aujourd'hui, qui est une star internationale. J'ai joué au nez pour découvrir des petits talents, ça c'est cool, quoi. Et puis, en général, ils rentrent bien, quoi. Et donc, le but, c'était, comme je savais que ma carrière, de toute façon, elle allait continuer, mais elle n'allait pas non plus arriver à un des summums. Mais j'en vivais très bien, tout ça, ça me plaisait. Puis surtout, je venais de rencontrer quelqu'un. Je changeais, c'était l'époque où je changeais de vie un peu. Je voulais être moins sur la route, moins dans les voyages, et travailler plus pas en bureau. Mais puis surtout, donner toute cette connaissance que j'avais. Donc j'ai commencé à vendre du consulting. Donc en bookant beaucoup, je faisais beaucoup de booking. C'est-à-dire je vendais des DJ à plein de boîtes, plein de festivals. Ensuite, ça a commencé principalement avec les soirées Thunderdome, mais après Sébastien, donc le patron du village, avait le club Le Moa à Genève, et moi je lui ai booké beaucoup d'artistes, dont Avicii. C'était des artistes qu'à l'époque on vendait 2000 francs, quoi. Sa fin de carrière, il devait être à 400 000 par date. Ouais. C'est vrai, il y a des très très belles évolutions. Moi, je suis le booker personne, je suis le manager personne.
Et par contre, je peux appeler n'importe qui à n'importe quelle heure pour lui demander de venir. Ça, c'est un peu l'avantage. Et puis, eh ben, au bout de 7 ans, voilà, quoi, j'avais fait un peu le tour du truc. Et Seb du Village du Soir est venu me chercher. Il me dit, ah, je viens d'ouvrir un nouveau truc à Genève. Ça s'appelle le Village du Soir. Il me dit, viens voir. Et je viens voir un jeudi soir. Ah, j'ai le truc, il est incroyable. Des hangars et tout. Puis Seb après le mois, voulait arrêter la nuit. Il voulait plus en entendre parler. Sauf sur un projet comme ça. Et c'est là où il est très fort. Et la force de Seb, c'est qu'il sait s'entourer de gens. Il sait s'entourer de gens compétents. Et il a pris les meilleurs dans la technique, dans le marketing, la communication, la programmation. Il a pris les meilleurs, il s'est entouré. Et la plupart des gens sont tous des potes à lui, qui connaît depuis 20 ans, qui étaient au MOA ou qui étaient amis avec lui. Donc, on est tous très fidèles. Il est très fidèle là-dessus. Et ça, c'est génial. J'en profite pour dire d'ailleurs que j'ai eu la chance d'interviewer Tibert Pont. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, voilà, je vous invite à Donc Tibert, pareil, Tibert, grand footballeur, qui fait partie des gens qui m'inspirent énormément, moi, à Genève, parce que c'est un ami très proche en plus, par son humilité, par son talent, par sa gentillesse. Sa bienveillance. Il m'énerve parce qu'il n'a pas de défaut, quoi. Moi, j'en ai plein. Mais bon, j'ai pas mal de qualités aussi. Et lui, il n'a pas de défaut, ça m'énerve. Mais je l'adore, quoi. Et puis, bon, Seb est venu me chercher. Au début, il voulait que je fasse juste un peu des audits en tant que consultant. Il m'a dit, voilà, regarde, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui va pas. Donc, j'ai commencé comme ça en tant que consultant au Village du Soir. Puis là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'un établissement aussi gros que ça, il va falloir faire beaucoup de programmation, beaucoup d'événements, beaucoup. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. Après, je suis venu faire parce que comme je maîtrisais bien à l'époque les réseaux sociaux, beaucoup moins maintenant, je suis venu aussi faire une formation sur les réseaux sociaux pour les équipes de com qui étaient là. C'était un peu nouveau. Et puis après, je vais commencer à lui booker des artistes. Il a dit, bon, allez, tu vas rester avec nous. Ouais. Il m'a embauché et ça fait 8 ans que ça dure et que c'est une aventure incroyable. Incroyable, c'est une aventure incroyable. Écoute Ralph, on arrive à la fin de l'interview. Il reste 3 instants signature. Ok. Donc on va attaquer par le premier. Et il y a cette fameuse baguette magique. Waouh. Qui appartenait à ma fille. Waouh. Ah ouais, bel objet. À partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer quelque chose dans le passé, tu peux changer le présent, ou tu peux changer le futur. Tu décides de faire quoi? Je regrette rien de ce que j'ai fait. Alors, certaines choses, j'aurais fait un peu différemment, surtout à la fin des années 90, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais je crois que ce que je changerais aujourd'hui, c'est mon âge. Je pense que 15 ans de moins, avec les mêmes compétences, le même savoir. Allez. Et les mêmes amours, les mêmes amis. Mais j'aimerais bien, ça c'est le seul truc qui m'emmerde aujourd'hui. Sinon, à part ça, je suis tellement heureux, moi, dans ma vie. C'est vrai, je crois que c'est ça. Allez, bing, 15 ans de moins. Top. On va attaquer le deuxième instant signature. Pour ça, j'ai une petite sonnette. C'est les questions tac au tac. Okay. Une dizaine de questions. Wow. Il faut répondre assez rapidement. Est-ce que tu as une citation que tu te répètes un peu tous les jours, un mantra? Va au bout de tes rêves. Va au bout de tes rêves, crois en ce que tu fais et aime ce que tu fais. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as apprise? Mon papa, il m'a dit, il n'a pas toujours cru en ce que je faisais et je l'ai perdu il y a 2 ans. Il me manque beaucoup. Et il m'a dit, si tu veux y arriver, il faut bosser, quoi. Tu avais à décrire ton parcours en un seul mot. Tu dirais? Exceptionnel. De mon avis. Quel est ton plus gros regret? De ne pas avoir fait assez attention à moi. Quel a été ton plus gros échec? Là, c'est compliqué. Parce que j'en ai eu plein de petits, mais un gros, je pense avoir plutôt pas trop mal réussi. Peut-être mon divorce, parce qu'un divorce, surtout pour mes enfants. Voilà. Okay. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petit? Apprends la musique, fais du sport, prends soin de toi. Fantastique. Quel conseil tu donnerais à un DJ qui aimerait se lancer aujourd'hui?
Alors, c'est complètement différent avec ce qu'on a vécu nous, puisque nous, on était des autodidactes. Eux, un DJ qui veut se lancer aujourd'hui, ils regardent ce que les autres ont fait. Nous, ça n'existait pas. On a créé le métier de DJ. Alors, il y a le métier de passeur de disques en boîte de nuit pendant des années. Mais souvent, le DJ, à l'époque, il était caché derrière le bar, on le voyait même pas, quoi. Il mettait de la musique. Aujourd'hui, on le met en lumière. Donc, ça va être un conseil, ça va être beaucoup de travail, beaucoup d'implication, et puis surtout être fidèle, pas vouloir faire ce que font les autres, faire sa propre musique, avoir sa propre personnalité. Je crois que c'est quelque chose que je me suis astreint moi-même. Est-ce que tu avais un rituel avant de démarrer une soirée? Boire un coup. Non, mais j'ai été obligé, quoi. J'ai été quelqu'un, quand je prends les platines, j'ai besoin de boire. Alors, plus maintenant, mais j'avais besoin de boire un peu pour me chauffer. D'accord. J'avais besoin parce que, bon, je suis quelqu'un je suis très actif, je suis un peu trop. Et quelque part, de boire un verre, à la fois me calme, mais me donne de la patate. Je dis pas que c'est bien, hein. D'ailleurs, beaucoup de grands DJ aujourd'hui ne boivent pas, ne se droguent pas ou quoi que ce soit. Quelle est la personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Mon père, je crois que c'est mon père. C'était un pilote d'avion privé, quoi. Il était commercial. Il m'a appris l'amour de sa famille. C'était un patriarche. Et je l'ai remplacé. Aujourd'hui, c'est moi qui. C'était dur, ça, d'ailleurs. Et ouais, je crois que c'est mon père. On va attaquer le dernier instant signature. Ouais. C'est la dernière minute Ok. de ce podcast. Donc, je vais lancer un minuteur et tu as 1 minute pour inspirer nos auditeurs. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Moi, je me suis trop menti à moi-même. Il faut accepter ce qu'on est. Il ne faut pas vouloir être quelqu'un d'autre. C'est important. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, faut pas s'impliquer trop non plus dans son travail. Moi, je l'ai trop fait. Pensez à vos proches, pensez aux gens que vous aimez. Parce que après, c'est trop tard, surtout les enfants. Moi, j'ai compris trop tard qu'ils étaient là. J'ai pas compris, je savais qu'ils étaient là, mais je me suis mis trop tard à vouloir. Bon, maintenant, on est super proches. Donc, osez, surtout, prenez des risques aussi. Il faut prendre des risques, il faut oser, il faut avoir peur de rien. Très bien. Ralph, merci beaucoup. Merci, c'était chouette. Ça va éviter une séance de psy, c'est bien. Merci beaucoup, Agnès, vraiment, c'était chouette. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a plu. Alors, avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1, abonnez-vous, ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. 2, partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.